pour recadrer un peu cette mission, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe possède un savoir-faire reconnu dans le cadre de l'accès à l'espace avec les lanceurs européens Ariane et Vega et Soyouz à Kourou. On a une expérience aussi reconnue dans les opérations complexes comme ravitaillement de l'ISS avec l'ATV ou tous les satellites scientifiques développés jusqu'à présent dans la science et l'exploration. Vous avez certainement entendu parler de Rosetta et de Philae sur la comète. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'Europe possède encore un savoir-faire assez limité sur le retour sur Terre. Et donc, toutes les phases de rentrée de véhicules sont encore à explorer. Et nous avons besoin donc de missions de type IXV pour développer ce savoir-faire. C'est ce qui a été fait donc en 2015. Alors, qu'est-ce que c'était que l'IXV? Eh bien, donc, l'IXV vient après une mission que l'on avait fait en 98 qui s'appelait l'ARD, qui était un atmosphérique réentrée démonstrateur, qui était une capsule de rentrée, mais non pilotée. Et donc, aujourd'hui, bien, les objectifs de l'IXV qui ont été un succès, on peut dire qu'elles ont réalisé plusieurs technologies, une première technologie pour l'Europe, et mondiale même, qui était donc une rentrée complète depuis une vitesse orbitale avec un véhicule sans aile. La forme de l'IXV aujourd'hui, c'est un véhicule dont non ailé. C'était aussi une première mondiale dans le cadre d'une rentrée complète avec des protections thermiques larges et avancées en composite à matrice céramique. Ça, c'est très technique. Mais aussi européenne, donc, puisque c'était effectivement une rentrée pilotée, avec l'utilisation combinée de moteurs fusées de surface aérodynamique, dont 2 volets, comme vous verrez sur le schéma. Et enfin, donc, une rentrée complète embarquant des expériences aérodynamiques avancées et d'autres expériences technologiques. Next. Donc, en quoi consistait la mission XV? C'était donc d'effectuer un lancement depuis Kourou, donc en Guyane française, de faire un vol en orbite équatoriale avec une altitude maximum de 400 km, donc ce n'est pas un vol très, très haut, ni très long d'ailleurs, avec une rentrée dans l'atmosphère, et donc c'était ça surtout la démonstration qu'il fallait faire, la capacité de l'XV à rentrer l'intégrité du véhicule dans l'atmosphère, pilotée pour arriver à un point d'impact donné. Et donc, pour effectuer le véhicule, eh bien, ses caractéristiques, c'était à peu près 5 mètres de long, 2 mètres de large, et donc, comme vous pouvez le voir, sans aile, mais avec des volets à l'arrière, pilotables. Donc, et puis tout un ensemble de sous-systèmes qui permettaient effectivement la navigation, le pilotage et la rentrée dans l'atmosphère contrôlée. Ont participé à ce programme une quarantaine d'industriels de différents pays européens qui sont nommés ici. Alors, pour effectuer le suivi de cette mission, eh bien, nous avions besoin effectivement de d'un ensemble de segments sol à différents endroits du globe, je dirais. Donc, le centre de contrôle à Turin, des stations sol à Libreville et Malindi qui permettaient de suivre la trajectoire pendant le vol, une station navale dans le navire de récupération dont je vais détailler après, et puis tout un réseau de communication. Next. Voilà, donc quelques images de ces différents endroits. Et donc, je vais vous détailler aujourd'hui la phase de récupération, puisque c'est celle qui fait le lien avec la mer, et vous exposer mon expérience et les similitudes avec les différentes présentations que j'ai entendues jusqu'à présent. Alors, donc, le 11 février, eh bien, décollage depuis Kourou, et comme vous voyez, la phase de vol n'est pas très longue, puisque au bout d'une heure et demie, l'IXV a améri dans le Pacifique, dans la zone d'impact qui était prévue avec une excellente précision. Alors, je vais vous expliquer comment la récupération s'est faite et quels étaient les objectifs. Donc pour nous, effectivement, spatiaux, eh bien, il fallait qu'on trouve un bateau.
Et donc, on n'a pas l'expérience de ce domaine-là dans notre milieu technique spatial, mais néanmoins, on avait défini des critères. Et donc, les 4 critères qu'on avait et qui rejoignent un petit peu le commandant de frégate et puis quelques autres pour les sous-marins, ben, c'était oui, effectivement, l'autonomie, puisqu'il fallait que le bateau soit capable d'aller de son point d'attache jusqu'à la zone d'impact et retourner. Une capacité qui permette d'accueillir toute l'expérimentation à bord XV, puisque on devait embarquer une antenne, des moyens de télécommunication, des moyens pour faire la passivation XV, de pouvoir installer un berceau pour accueillir le véhicule lorsqu'on le récupère, etc. Donc un bateau avec un pont suffisamment large pour pouvoir accueillir tous ces moyens. Une grue qui permette effectivement de lever l'XV au moment de la sortie de l'eau, dans des conditions extrêmes. C'est ça, nous, ça a été notre contrainte principale qu'on ne connaît pas dans notre milieu. C'est effectivement toutes ces opérations définies sur le papier ont l'air assez straightforward, je dirais, assez claires et nettes quand on les écrit sur un bout de papier. Mais quand on est en mer avec le milieu marin, eh bien, ça crée des conditions différentes de ce qu'on attendait et il faut tenir compte effectivement de l'état de la mer qui complique parfois ou qui peut même interdire certaines opérations. L'aspect sécurité, effectivement, très important, notamment par rapport à l'équipement que nous, on avait apporté, par rapport aux exigences que l'on devait demander au bateau pour respecter effectivement l'intégrité du véhicule et puis pour le personnel supplémentaire qu'on embarquait à bord. Et enfin la disponibilité du bateau, puisque un lancement, eh bien, c'est jamais acquis à 100%, et donc le bateau devait être capable d'être disponible même en cas de report de tir, et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque on a eu un premier temps 3 mois de report de tir pour des raisons techniques de trajectoire à court. Donc tous ces critères font que on n'a pas trouvé de navire commercial, puisqu'effectivement un navire commercial, il a lui des contrats avec des périodes fixes, et donc nous, on ne pouvait pas exiger que le bateau soit immobilisé plus qu'une certaine période. Enfin, on devait exiger que le bateau soit flexible. Donc on n'a pas pu trouver de bateau commercial ni de bateau militaire qui répondent à ces critères à ce moment-là. Et finalement, le choix s'est porté sur un bateau qui s'appelle Nosaries, un bateau pavillon italien, qui est un bateau de remorquage en mer et éventuellement de sauvetage. Donc ce bateau répondait à tous nos critères et nous avons pu installer à bord les équipements spécifiques pour la mission XV, qui était en particulier donc une plateforme, le berceau, qui permettait d'accueillir l'XV après le levage, et puis les moyens de poursuite de l'XV pendant le vol, puisque en fait pour aller le récupérer, il fallait être sûr de savoir où il avait atterri. Et pour cela, donc, on avait besoin de ces moyens, dont une antenne spécifique qui permettait la poursuite pendant la phase de rentrée de l'XV et tout l'équipe de télémétrie qui permettait de détecter la position à tout moment pendant la phase de rentrée et l'amérissage. Bon, la préparation, on a un peu parlé, effectivement, comment on prépare une mission. Eh bien, c'est un peu, effectivement, par similitude avec les autres présentations, il faut une bonne préparation. Alors, je dirais que dans notre cas à nous, c'est encore un peu plus différent, puisque nous ne sommes pas des experts. On a embarqué à bord une équipe technique qui n'est pas des experts de la mer. Il y en a qui n'avaient jamais navigué. Alors, pour nous, c'est un peu plus différent parce qu'on n'a pas eu l'entraînement qu'ont les astronautes qui s'entraînent pendant 3 ans pour aller dans une station. On n'a pas l'entraînement des militaires, des marins qui s'entraînent pour rester parce que c'est leur profession. Nous, on est montés sur un bateau, mais ce n'est pas notre profession.
Et on n'a pas eu le temps non plus, ni les moyens budgétaires pour nous entraîner pendant X mois à naviguer sur toutes les mers du monde, enfin là en particulier c'était le Pacifique, pour vivre à bord, travailler à bord, avec toutes les contraintes d'isolement, d'éloignement que ça comporte, et puis effectivement travailler avec un équipage qu'on ne connaissait pas, travailler avec des moyens restreints. Donc tout ça, ça a été effectivement aussi un challenge que nous avons dû assumer. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Donc effectivement, une telle préparation, eh bien, c'est la réception des moyens à bord. On a quand même fait des essais en mer pour vérifier que les procédures fonctionnaient. Ça a permis d'ailleurs de les adapter un petit peu. On a testé les moyens dégradés. Par exemple, on suppose que l'IXV va amérir à l'envers. Donc, est-ce que les moyens de levage, les moyens de fixation étaient prévus pour? Ça a permis effectivement d'ajuster un petit peu les moyens d'ancrage sur l'IXV. Donc tout ça, effectivement, ça fait partie de la préparation. Et puis aussi, c'était l'occasion pour les équipes de se rencontrer. Parce que l'expérience mer et espace, c'est exactement ça. On avait un équipage à bord qui était des marins professionnels et une équipe technique qui était des techniciens ingénieurs spatiaux professionnels. Et ces deux mondes ont permis de se rencontrer pendant cette phase de préparation, donc c'était essentiel avant le départ de la vraie mission. Alors, la mission du navire, vous voyez ici sur les deux schémas en bas, on part de son point d'attache en Italie, donc traverser l'Atlantique et rejoindre le Panama. Ça s'est fait sans l'équipe technique. Et à Panama, on a embarqué l'équipe technique qui devait donc rejoindre la zone d'impact qui avait été prévue, que l'on a citée. Donc il faut à peu près une dizaine de jours depuis Panama pour arriver à la zone d'impact. Et puis, arrivé à la zone d'impact, on attend on est arrivé à peu près 4 jours avant le lancement prévu, pour pouvoir stabiliser le bateau, faire les derniers essais, faire des simulations de chronologie, en contact avec la mission à Turin et le centre de contrôle à Kourou, pour être sûr qu'on était bien synchronisé. La difficulté de la mission, c'était aussi la synchronisation avec les différents centres de contrôle, parce qu'on a le décalage horaire, parce que le bateau... la difficulté, c'était d'avoir une stabilisation parfaite pour pouvoir réceptionner les données satellites, etc. Voilà. Et donc, vous voyez à droite, alors, on revient en arrière. Donc, comme vous voyez à droite, on avait défini une zone d'impact qui était en fait une zone de sécurité, c'est-à-dire, selon les statistiques des calculs, on estimait qu'au-delà de ce cercle, il y avait une probabilité très faible que l'IXV tombe. Donc en se mettant en bordure du cercle, de la zone d'impact, on assurait la sécurité du bateau et de l'équipage à bord. Il est possible de faire atterrir sur le bateau directement? On préférait pas quand même, parce que à la vitesse qu'il arrive, même avec le parachute, on préférait pas qu'il arrive sur nous. Donc on était à 25 km, on était très bien, et on attendait. Bon, les opérations de récupération à bord, comment ça s'est passé? Donc, c'est d'abord la navigation jusqu'à la zone d'impact. Ensuite, avant le lancement, là, il faut dire que ce qui est particulier dans cette mission par rapport à une autre mission spatiale, c'est que le facteur marin était un critère de go-no-go. On avait dit, on ne peut pas lancer l'IXV si les conditions de mer à l'arrivée ne sont pas favorables et sont dangereuses pour l'équipage, et aussi pour l'intégrité de l'IXV. Donc c'était vraiment, c'est ça la particularité de l'IXV et le lien avec le mer, c'est qu'on a rajouté spécifiquement pour cette mission un critère de go-no-go marin. Donc il fallait que dans la zone d'arrivée, les vents d'altitude soient selon ce qui avait été calculé, défini d'une telle manière que ça respecte l'intégrité de l'IXV dans la phase de rentrée, et aussi les prévisions de l'état de la mer, parce que c'était des plongeurs qui devaient aller sécuriser l'IXV, et puis aussi pour pouvoir le récupérer, puisque lorsqu'on a un niveau 3-4
l'état de la mer avec les vagues sont tels que ça met en danger les opérations de récupération et aussi pour les plongeurs. Donc ces critères finalement, heureusement, ont été verts. Donc on n'a pas eu de no-go dû aux conditions de mer. Et finalement, donc, les opérations de récupération ont consisté donc, à aller sécuriser, à aller récupérer l'IXV en mer, le lever et finalement faire les opérations de passivation. Alors, les opérations de passivation, pourquoi? Parce que l'IXV contenait un fuel, des substances dangereuses, de l'hydrazine. Et donc, avant de pouvoir rentrer en Europe et pour la sécurité et à bord, on devait donc assainir les réservoirs et donc vidanger tous les réservoirs. Et pour cela, on fait des opérations très spécifiques parce que ce sont des opérations hautement dangereuses. On avait fait appel et on avait amené à bord l'équipage qui est l'équipage qui, eux, remplissent l'IXV avant le décollage. Donc en fait, alors c'était pas les mêmes, puisque en fait, il y en a deux qui étaient à Kourou avant le décollage, qui avaient rempli l'IXV, et donc ils nous ont rejoints à Panama pour pouvoir embarquer et vidanger le restant, s'il restait, le résiduel de l'hydrazine dans le véhicule. Donc ça mettait une pression supplémentaire, effectivement, sur l'équipage et sur la sécurité. On avait dû écrire des procédures particulières que le bateau n'avait pas prévues. Et donc, tout ceci, ça fait partie aussi de la préparation, de l'entraînement aussi à bord, avant le décollage. Bon, je passerai vite sur la sécurité. C'est exactement comme dans les sous-marins. Enfin, pas exactement, mais on avait aussi des problèmes de feu, donc il a fallu effectivement établir des zones de sécurité, notamment pendant le plus dangereux, ça a été pour nous pendant les opérations de passivation, parce que là c'est des opérations hautement dangereuses, et donc on avait établi une zone de sécurité où en fait on avait mis tout le monde à l'intérieur qui n'était pas opérationnel, et on avait surpressurisé l'intérieur pour rendre l'intérieur étanche à toute fuite dangereuse. Voilà. Donc les particularités donc, de cette récupération, eh bien, pour le bateau, c'était de maintenir le bateau opérationnel, puisque comme pour les marins ou l'espace, on doit être en autonomie complète. Il faut comprendre que la zone d'impact de l'IXV a été choisie pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit effectivement d'amérer dans une zone habitée. Donc on devait aller loin de toute zone habitée, île ou côte, et aussi une zone où il n'y a pas de ligne maritime, donc pas de bateau qui passe. Donc on était à peu près à 5000 km des côtes. Alors pas de bateau qui passe, pas de côte, ça veut dire pas de sauvetage en cas de problème. Donc on était vraiment en autonomie totale, c'est-à-dire qu'il fallait que l'on soit capable d'avoir un bateau constamment opérationnel. On avait un docteur à bord, et effectivement toute la logistique devait avoir été prévue avant, puisque pendant un mois on n'avait aucun moyen d'être ravitaillé, rapatrié, etc. Et puis aussi pour le bateau, c'était une spécificité qu'on devait avoir, c'est d'avoir une capacité du bateau à garder une stabilité sur un point fixe, puisque pour suivre le satellite pendant la phase de descente, il fallait que l'antenne à bord soit très stabilisée et ne bouge pas. Donc ça, dans une mer à niveau 4, c'est pas facile. Donc d'où toute cette difficulté, eh bien, le bateau devait y répondre, et donc là, ça a été un défi supplémentaire. Donc finalement, la mission s'est passée parfaitement, tout a bien fonctionné, et je dirais même que le succès de cette mission, c'est, comme cela a déjà été dit, il faut avoir une motivation. Il faut avoir une grande motivation de l'équipage, il faut avoir une bonne compréhension des besoins de l'un et de l'autre, parce que nous, on était effectivement ces deux mondes qui se rencontrent avec deux façons de travailler, deux objectifs différents,
Et il a fallu effectivement, je dirais, toute l'ouverture d'esprit de chacun, que ce soit l'équipage du bateau ou que ce soit l'équipe technique, comprendre les besoins et les contraintes de chacun et arriver au final à résoudre les problèmes ensemble. Et c'est vrai exactement ce qui s'est passé. Et je dirais que pour nous, effectivement, le succès de cette mission sur le bateau, c'est essentiellement le facteur humain. Parce qu'au-delà des défis technologiques qui ont été un succès parfait, je pense que la récupération due à toutes ces contraintes en milieu marin n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu cette entente entre les deux et cette motivation qui fait que tout le monde a travaillé pour la réussite. Alors, les risques, on en a déjà parlé, c'est effectivement pour nous c'était surtout l'isolement. Le rendez-vous avec le lanceur, pour nous, c'était effectivement un point important. Il fallait que le bateau soit opérationnel pour être au point de rendez-vous au H0. Donc, c'était aussi un défi. Et puis, les relations humaines qui font qu'on arrive à faire la récupération et les opérations ensemble. Voilà. Merci Marie-Christine.